Non, j'en sais pas plus sur la franc-maçonnerie, non. La franc-maçonnerie, ça a toujours été quelque chose de très très discret, où les personnes n'ont jamais trop voulu faire état de ce qu'ils faisaient. Mais pour moi, c'est surtout le regroupement de personnes qui effectivement réfléchissent à des grandes valeurs, des grands principes qui fondent la société. C'est une institution, tout ce qui est artisanal au niveau du travail, que ça peut être la maçonnerie, la menuiserie, la ferronnerie. C'est une secte comme une autre, ou un club, ou une amicale, enfin tout ce que vous voulez, quoi. C'est truc de maçon, non? Et quelqu'un qui rentre dans la franc-maçonnerie, il a du boulot assuré. Très logiquement, oui, ça remonterait à la construction des cathédrales, avec des secrets de construction. Et c'est né véritablement, sans doute en Écosse ou en Angleterre, avant de s'introduire en France. Pour moi, ce serait comme un mouvement politique. Alors, normalement, c'est dans un but de faire progresser la société, d'y apporter les droits de l'homme, d'y apporter le bien à l'humanité. Et donc, ils sont entre frères, et on leur a reproché quelquefois de favoriser plus leurs frères que les autres. Et finalement, la franc-maçonnerie a été extrêmement combattue, notamment à l'époque du régime de Vichy, puisqu'il fallait ne pas être ni communiste, ni gaulliste, ni franc-maçon. Communiste, gaulliste ou franc-maçon, secte, groupe, société ou amicale, socialiste ou républicain, athée ou chrétien, médecin ou ouvrier, artisan ou journaliste, qui sont ces hommes et ces femmes qui se réunissent tous 2 fois par mois au cœur d'un temple? Personne ne les connaît vraiment, puisqu'à la question « Qu'est-ce qu'un franc-maçon ou qu'est-ce que la franc-maçonnerie ?», les réponses sont souvent fausses, incorrectes ou inexistantes. Par contre, s'il y a une personne qui les connaît bien, c'est Camille, 100 ans. Malgré son âge, elle accueille 4 loges au cœur du temple. Union et Travail, bien sûr, la Parfaite Union des Nains-Beaumont, mais aussi les Frères écossais de la Goëlle et les Grégores artésiens de Lens. Ceci depuis 69 ans, dans ce haut lieu de la franc-maçonnerie lensoise. Camille est un peu à elle seule les 3 singes de la sagesse. Je ne vois rien, je n'entends rien et je ne dis rien. Ce qui fut vraiment difficile pour moi de la faire parler. Mais à travers cette retenue, on sent une amitié, un amour et un profond respect pour ces personnes discrètes, comme elle les appelle. J'accueille, j'ouvre la porte, je les accueille et j'ai quand même le bar. Moi, je suis à l'accueil, je ne suis pas dans la société. Je n'ai jamais cherché à comprendre. J'ai l'impression d'avoir mes enfants, tellement ils sont gentils. Très discrets. L'amitié, c'est formidable. Véritable mémoire de la loge, Camille a rencontré les Frères d'Union et Travail en 1947. Mais l'histoire des francs-maçons débute des siècles auparavant. Et pourtant, encore aujourd'hui, beaucoup de doutes subsistent sur la franc-maçonnerie. Alain Noël Dubar, ancien grand maître de la Grande Loge de France, connaît tous les détails et le mystère entretenu depuis le XVIIe siècle. Ce qu'est la franc-maçonnerie, c'est une ancienne institution par l'âge et une jeune institution par la modernité de ce qu'elle fait. Ancienne parce qu'elle a été créée dans le Royaume-Uni, dirons-nous, vers les années 1717, avec des origines plus anciennes. Elle est arrivée en France en 1721, sur la côte, à Dunkerque très précisément, puis sur toutes les côtes de France, et puis elle s'est installée à Paris entre 1725 et 1728, et la Grande Loge de France s'est constituée de manière officielle, juridiquement constituée en 1738. Donc vous voyez que la franc-maçonnerie en France a bientôt 3 siècles d'existence. Donc c'est une institution ancienne. C'est une institution moderne, car ce qu'elle véhicule comme idée, comme influence, influence spirituelle surtout, et pas influence dans le monde tel qu'on peut l'imaginer, c'est quelque chose qui s'intéresse à la modernité et à l'évolution de toute la société, et qui a toujours été modelé par une tradition qui n'est pas une tradition rétrograde, qui est une tradition du progrès et du perfectionnement de l'homme en général et de l'humanité en général, et donc du perfectionnement de la société. Et depuis 3 siècles, la franc-maçonnerie s'est attachée
avec des aléas bien entendu, avec des incompréhensions parfois, et avec des succès assez souvent, à faire évoluer la société avec d'autres institutions, parfois de manière conflictuelle, parfois de manière coordonnée, mais du moins à faire évoluer la société dans un sens qui est celui de l'humanisme et du progrès, au sens très large du terme. Issu des pays anglo-saxons, l'Angleterre et l'Écosse, réunissant des partisans de la paix face aux guerres de religion, la franc-maçonnerie, bâtie en partie sur les philosophies de John Locke et Newton au XVIIe siècle, arrive en France grâce aux commerçants et aux soldats anglais. Plusieurs loges vont se créer, dont les plus connues, la Grande Loge de France, en 1728 à Paris, et le Grand Orient de France, plus tard en 1773. Plus de 3 siècles d'existence, avec un doute qui subsiste tout de même sur l'origine du nom franc-maçon. L'une des premières hypothèses, il y a de multiples hypothèses, je vais vous en donner 2 simplement. L'une des premières hypothèses est un peu légendaire. Je pense qu'elle ne correspond pas à la réalité, mais elle est très belle. On fait parfois remonter la franc-maçonnerie à l'époque des Templiers. Vous connaissez l'ordre du Temple qui a été créé avec la bénédiction du pape et de Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, de l'ordre des Cisterciens. Et l'ordre des Templiers avait cette particularité de ne dépendre que du pape. Et donc, au Moyen-Âge, de n'avoir aucun compte à rendre ni au seigneur du coin, ni encore moins au roi de France, ni à l'évêque de l'endroit où il était situé. L'ordre du Temple était un ordre universel et transnational. Il ne dépendait que du pape. Et dans cet ordre, qui était un ordre religieux et guerrier, donc religieux et chevaleresque, il y avait, au fur et à mesure de son développement, nécessité d'avoir des structures qui construisaient les bâtiments, qui assuraient l'intendance. Il fallait bien nourrir tout ce monde-là. Et par rapport aux corporations de bâtisseurs qui construisaient les églises, les palais royaux, l'ordre du Temple a incorporé dans sa structure des ouvriers, entre guillemets, des tailleurs de pierre, qui construisaient. Avec cette différence près que ces ouvriers, ces artisans, étaient complètement indépendants et des corporations et du pouvoir royal. Ils étaient francs, c'est-à-dire qu'ils étaient libres par rapport à la structure religieuse, à la structure politique de la France. Et l'on peut penser que le terme de franc, franc-maçon, pouvait venir de là. C'est une belle légende. Je pense qu'elle ne correspond pas à la réalité, mais elle est suffisamment belle pour la raconter. La deuxième hypothèse est plus terre à terre, si je puis dire. Franc-maçon pourrait venir de Freestone Mason, c'est-à-dire les maçons qui travaillent la pierre libre. Et la pierre libre se disait par opposition à la mauvaise pierre. C'est-à-dire qu'il y avait des ouvriers qui taillaient des pierres assez mal équarries, et puis il y avait les artisans, les véritables artistes, qui taillaient une qualité de pierre calcaire qui était beaucoup plus noble, beaucoup plus fine à tailler. Vous avez la rough stone, la pierre dure, et la freestone, la belle pierre. Et on pense que les freestone masons, c'était les ouvriers qualifiés par rapport aux ouvriers non qualifiés qui taillaient la pierre libre. Et c'est peut-être la raison, probablement la meilleure raison pour laquelle on les appelait les francs-maçons, ceux qui taillaient la pierre libre, les freestone masons. Libres l'ont-ils toujours été? Prônant la laïcité, les réunions, au début du XXe siècle, s'appuient sur des réflexions modernes, le droit de vote des femmes, la paix dans le monde, l'avenir du colonialisme, l'assurance sociale, l'école laïque, qui débouchera sur la loi Jules Ferry, d'ailleurs un franc-maçon. Des sujets comme le syndicalisme ou bien d'autres thèmes qui ne plaisaient pas à tout le monde. Les lois de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État naissent pour grande partie, dans leur concept et dans leur rédaction, des discussions dans les loges maçonniques. L'État et la République soulignent la liberté de conscience reconnue par la loi de 1905. Une liberté qui dérange et qui mènera à la dissolution des loges et à une chasse aux sorcières pendant les grandes guerres de 14-18 et 39-45. Il y a eu des périodes troublées de l'histoire de France où les loges maçonniques ont été décimées. À chaque fois, ça a été dans des périodes de totalitarisme. Totalitarisme idéologique, sous la Terreur, 1793-1797.
durant la Seconde Guerre mondiale, sous le régime de Pétain et sous les lois anti-juives et anti-maçonniques qui ont été prises par le gouvernement Pétain. Globalement, dans le monde entier, la franc-maçonnerie a pu se développer, a pu vivre sa propre vie dans toutes les démocraties, que ce soit des monarchies constitutionnelles, des monarchies éclairées, des républiques. Toutes les théocraties religieuses ou tous les états totalitaires idéologiques ont toujours combattu la franc-maçonnerie parce que c'était un lieu où on pouvait se réunir de façon discrète et c'était un lieu, la loge est un lieu où l'évolution de la pensée et de la liberté de penser est fondamentale. Et aucun pouvoir idéologique totalitaire ou religieux totalitaire ne peut accepter, bien évidemment, que des hommes ou des femmes puissent se réunir pour penser librement et éventuellement penser librement contre le régime en place. Et pour toute la franc-maçonnerie de tradition, depuis 3 siècles, depuis John Locke, depuis Newton, depuis Kant, l'élément essentiel, c'est la liberté de conscience, ce qui veut dire que la liberté de pratiquer une religion n'est pas une liberté qui descendrait du ciel sur la terre, c'est une liberté qui est garantie par la loi des hommes, par le fait que tous les hommes qui vivent dans la même république se reconnaissent les uns aux autres une parfaite liberté de conscience. C'est la liberté de conscience qui permet la liberté religieuse. Ici sur le bassin minier et à Lens, les loges se développent. L'Étoile du Nord, la Lumière du Nord, la Fidélité ou le Réveil du Nord et puis, en 1904, Union et Travail. Une loge issue de la Fidélité à Lille et du Réveil du Nord à Douai, elle contribue à la réflexion politique et sociale du bassin minier, avec des hommes comme Émile Bazely ou Maurice Monnier. Le syndicalisme enseignant, la FEN, Fédération de l'éducation nationale, le football à Lens, la vie active, des idées discutées à la loge de Lens, qui est née un peu avant Camille et qui fait sa rencontre en 1947. J'avais 30 ans hein, quand je suis arrivée ici. Ils avaient besoin de quelqu'un et ils ont demandé à Alphonse s'il voulait venir ici. J'ai dit oui. Remarque, j'étais pas très d'accord parce que c'était pas grand assez. Alphonse Lefebvre, le mari de Camille, cheminot, militant socialiste, syndicaliste, conseiller municipal, mais aussi fondateur du planning familial avec Claude Poiret, du stade nautique de Lens, du rugby olympique lensois, du Goujon lensois, un homme courageux, convivial, curieux et passionné, que tout le monde connaissait. Son nom sur la plaque du temple, il la doit à sa fidélité à Union et Travail, et ce depuis le 6 janvier 1946, date à laquelle il est initié, après avoir été parrainé par Léopold de Boilly. Léopold Boilly, c'était un imprimeur à la Bassée. Il avait une imprimerie. Et comme Alphonse faisait faire il l'a connu avant-guerre, et puis tout ce qu'il avait à faire comme papier dans l'imprimerie, on allait chez lui. Et c'est devenu des grands copains, quoi. C'est lui qui a poussé Alphonse à être maçon, quoi. Et puis il s'occupait de beaucoup de choses. Il s'occupait des auberges de la jeunesse, il s'occupait du tennis, il s'occupait du football. Il s'occupait de rugby. Il était président de plusieurs sociétés. Comment devient-on franc-maçon ? D'abord, comment veut-on devenir franc-maçon ? En fait, je ne suis pas sûr qu'il existe, à moins que vous ne soyez issu, né d'une famille où il y a des francs-maçons, je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté consciente un jour de se dire « il faut que je devienne franc-maçon ». Je crois que les choses ne se passent pas comme ça. On devient franc-maçon parce que, quelles que soient ses convictions philosophiques, religieuses, son appartenance sociale, il est vraisemblable que, au fil du temps, probablement une fois que on a terminé ses études, peut-être avant, mais souvent quand on a terminé ses études, et que l'on rentre dans la vie active, peut-être que l'on se rend compte que les réponses toutes faites qui étaient données par la religion, si on a une religion,
les réponses toutes faites qui étaient données par le milieu familial une fois qu'on quitte le milieu familial, les réponses plus que toutes faites qui sont données par le mouvement politique auquel on appartient ne suffisent pas forcément à comprendre ce qu'on est, à comprendre la société dans laquelle on vit, et peut-être à se donner un autre sens à sa propre existence que le sens de travailler pour gagner de l'argent. Alors peut-être que là on se pose des questions, mais bien souvent c'est dans le milieu dans lequel on vit, dans lequel on travaille, ou le milieu familial, ou le milieu syndical, ou le milieu associatif, ou le milieu sportif. Dans tous ces milieux-là, il y a des francs-maçons, dont on ne sait pas qu'ils sont francs-maçons, bien entendu, secret oblige, mais ces francs-maçons sont actifs dans leur milieu, et ils discutent. Parfois, ils échangent avec vous. Parfois, sans que vous sachiez qu'ils sont francs-maçons, vous allez leur parler de vos inquiétudes, de vos doutes. Et un peu à la fois, il y aura des contacts, des échanges. Et puis un jour, celui qui est franc-maçon vous dira qu'il est franc-maçon et vous dira de but en blanc qu'il pense que vous devriez rejoindre la franc-maçonnerie. Ou il ne se dévouera pas complètement et puis il vous dira « Tout compte fait, tu sais, j'ai entendu parler de la franc-maçonnerie, je ne sais pas si ça pourrait nous intéresser, mais justement, il y a une conférence qui est donnée dans 2 mois, ce serait bien qu'on y aille ensemble, comme ça on pourrait discuter. » Et puis, de fil en aiguille, un jour, il vous dira qu'il est franc-maçon. Comme c'est quelqu'un que vous estimez, parce que ça fait au moins 6 mois, 1 an, 2 ans, que vous le côtoyez, que vous discutez avec lui, vous direz, si lui est franc-maçon, pourquoi ne le deviendrais-je pas, puisqu'il me semble être un homme honnête. À partir de cette envie de devenir frère, vous, profanes, comme ils appellent les non-initiés, vous faites une demande auprès de la loge que vous avez choisie. Loge féminine, mixte ou masculine, comme l'a fait à l'époque Alphonse. Et après examen de votre CV, enquête et rencontre avec le maître de la loge, 3 frères, dont la particularité est de ne pas savoir la tâche de chacun, vont rendre un rapport sur votre personne. Et ensuite on vote pour votre intégration. Si vous y entrez, ce sera les yeux bandés, au cas où vous ne seriez pas admis à l'ultime rencontre. Tout un déroulement secret pour garder l'anonymat des initiés. Mais pourquoi? Par peur? Par méfiance? À cause de l'histoire? Pourquoi tant de secrets? Non, le secret n'est pas la peur. C'est une... du reste, si je suis là, c'est que ni moi ni la loge Union et Travail n'avons peur de nous montrer. Mais on se montre de manière discrète. Une fois qu'il a été initié, il est parfaitement libre, chacun d'entre nous est parfaitement libre de dire dans la cité qu'il est franc-maçon. C'est le droit le plus strict de chacun de se dire athée, juif, catholique ou franc-maçon. Ce qui est interdit, et c'est assez légitime, et on prête un serment solennel, que nous appelons solennel, mais l'essentiel c'est qu'on prête un serment, c'est de ne pas révéler l'appartenance maçonnique de ceux que vous connaissez comme francs-maçons dans la loge. La liberté de chacun, c'est de ne pas être contraint par ce que tout votre milieu pourrait penser de ce que vous faites. Vous avez la liberté de dire ce que vous faites, de dire ce que vous êtes. N'abusez pas de la liberté qui pourrait être la vôtre d'aller divulguer partout ce que les autres font ou ce qu'ils pensent. Le secret, la discrétion est nécessaire pour que les pensées des uns et des autres puissent évoluer. Une fois que c'est rendu public, une fois que c'est écrit noir sur blanc et que c'est divulgué partout, il n'y a plus de secret et chacun est amené à se figer sur une position qui est celle de l'écrit. Le but de la franc-maçonnerie, ce n'est pas d'avoir une pensée figée, c'est d'avoir une pensée qui est toujours en évolution. Il y a des fantasmes qu'il faut lever. Rentrer en franc-maçonnerie, ça ne vous permet pas de faire une carrière politique. Rentrer en franc-maçonnerie, ça ne vous permet pas de faire des affaires et de devenir riche. Rentrer en franc-maçonnerie, ça ne vous permet pas de devenir président de votre syndicat. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de carrière politique ou devenir président de votre syndicat ou de faire des affaires personnelles. Ça veut dire que la franc-maçonnerie ne va pas vous permettre de vous créer un réseau qui va vous faire devenir ce à quoi on pense. On demande d'abord à ceux qui rentrent en franc-maçonnerie d'avoir une réflexion sur eux-mêmes, sur leur personnalité, sur leurs préjugés, sur leurs défauts,
sur leurs qualités aussi, parce que bien entendu tout le monde a des qualités et des défauts, mais à tout le moins de faire le bilan de ce qu'ils sont. Et ensuite de confronter ce bilan avec ce que sont les autres. À Lens, c'est au rez-de-chaussée de chez Alphonse et Camille que se tiennent les réunions pour faire évoluer les pensées et les idées. Et après plus de 50 ans, c'est toujours Camille qui ouvre la porte aux frères. Je dis ça, je suis là pour ouvrir la porte parce que j'ai une ouverture automatique. Ils arrivent à la fois, quoi. Et puis, ils papotent un moment, et après, ils vont en réunion. S'ils ont soif, ils se boivent un coup, puis ils rentrent. Quand ils sont terminés, ils viennent manger là, avant de repartir. Je les accueille, je suis comment on appelle ça? L'hôtesse. Une hôtesse parfaite, mère de famille dont la devise pourrait être aujourd'hui « Plus je vieillis, plus je reçois ». De 1 à 10 loges aujourd'hui, Camille accueille 155 tenues par an. Dans ce cadre-là, il est tout à fait naturel que des solutions apparaissent pour assurer la gestion matérielle, la gestion des repas, le nettoyage, enfin, tout ce qui concerne le matériel. Et bien souvent, on utilise, dans la mesure des possibilités, des frères, des amis, des sympathisants qui peuvent rendre ce service. En l'occurrence ici, c'est une famille, Alphonse et Camille Lefebvre, qui sont arrivés ici. Je ne pourrais pas vous dire dans les détails très précis comment, sauf que Alphonse Lefebvre était membre de la loge Union et Travail il y a longtemps, puisqu'il a été initié en 1945. Et donc, il travaillait ici. Son épouse Camille, qui est là, connaissait donc forcément un peu le milieu. Et elle vous dira comment elle a été sollicitée, comment elle a accepté de venir travailler dans ces locaux et progressivement d'assurer le rôle d'accueil et de liaison entre tous ceux qui viennent travailler dans ces locaux. Quelque part dans les groupes humains, et vous connaissez par exemple les groupes des compagnons du Tour de France, des compagnons du devoir, il y a une Cayenne, un endroit où tout le monde se réunit, et il y a, dans un milieu très masculin, les compagnons du Tour de France, il y a une mère qui gère, qui accueille, qui fait le lien entre tous ceux qui passent dans la Cayenne au fil du temps. Camille, progressivement, s'est installée ici et a rempli ce rôle de mère de la Cayenne, mettez Cayenne entre guillemets, car nous ne sommes pas une structuration de compagnons du Tour de France, mais l'idée est un peu la même. Il y a quelqu'un qui, ici, depuis 67 ans maintenant, donc Camille avait 33 ans lorsqu'elle est venue ici à demeure, si je puis dire, depuis 67 ans, assure, entre tous les frères qui viennent ici, d'Union au Travail, qui viennent ici tous les 15 jours, parfois plus, car il y a d'autres réunions parfois, elle assure ce rôle de liaison de mère, entre guillemets, de toutes les générations de francs-maçons qui sont passés à Union et Travail, de ceux qui sont partis, de ceux qui sont décédés, de ceux qui sont vivants et qui travaillent depuis longtemps, et de ceux qui arrivent régulièrement. Il arrive, je ne connais pas l'évolution de la structuration numérique d'Union et Travail, mais en règle générale, dans une loge maçonnique, il existe 4 ou 5 initiations chaque année, donc 4 ou 5 nouveaux qui arrivent dans une loge. Et il est fondamental qu'il y ait en dehors de l'accueil qui est fait dans la loge, par les frères de la loge, qu'il y ait une présence, et c'est le rôle de Camille, d'avoir assuré depuis toutes ces années cette présence, ce lien. En plus, c'est un lien qui est un lien féminin, qui est un lien maternel, entre guillemets, je ne mettrai pas trop ce mot-là, mais je n'en ai pas d'autre à disposition, de faire le lien entre tous les frères d'Union et Travail et puis tous les frères des autres loges qui se réunissent ici, d'être la maîtresse des lieux et de faire en sorte que tous ceux qui viennent ici se sentent bien, se sentent en confiance et que, avant même de commencer leurs travaux, ils se sentent chez eux. Secrète, ou plutôt discrète,
La loge Union et Travail, finalement, c'est aussi Camille. Les deux se ressemblent. Qui a déteint sur l'autre? On peut se poser la question. Mais si cela ne la rend pas immortelle, malheureusement, Camille pourrait le dire, ça l'a rendue remarquable et admirable aux yeux de toutes les personnes qui ont passé cette porte.